Mon enfant n'aime pas l'école. C'est une phrase que j'entends souvent sur les réseaux sociaux, à la télé, en personne. Est-ce que quelqu'un ici connaît un enfant qui n'aime pas l'école? Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'éducation et surtout, nous allons dessiner l'école de demain. Il y a quelques années, quelques chefs d'établissement m'ont demandé d'être conférencier pour leurs élèves. J'avais 75 minutes pour parler aux jeunes de persévérance, de mon histoire, mais je gardais toujours 15 minutes à la fin pour leur poser une question. Je leur disais, je vous ai parlé de moi, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre école pour rester accroché et pour rester motivé? Gros silence. Allez, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je vous écoute. Bon, après un peu d'hésitation, les jeunes sont venus, il y avait des micros. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Monsieur, on en a marre de conférenciers comme vous. J'imagine que tout le monde ici a visité ou vu un établissement scolaire dernièrement. D'habitude, ils ont l'air de ça. Du béton et encore plus de béton. Est-ce que ce genre d'espace donne envie d'apprendre ou de persévérer? Moi, je ne pense pas. Mais imaginez si on donnait la voix aux jeunes pour qu'ils transforment, pour qu'ils façonnent leur milieu. C'est ça, donner la voix aux jeunes. Cet établissement, qui est issu d'un milieu très défavorisé, a travaillé avec nous pour refaire sa cour d'école. Qui a imaginé ce concept? Des élèves, pour des élèves, pendant les heures de cours. Qui les a accompagnés? Des urbanistes, des architectes, des paysagistes, des menuisiers, des artistes et bien sûr, des enseignants. Donc, imaginez le nombre d'établissements que nous pourrions transformer si nous donnions la voix aux jeunes, si on leur donnait les outils pour apprendre, bien sûr, et pour construire. Donc aujourd'hui, nous allons dessiner l'école de demain. Je vous parlerai de mon histoire, des projets qui ont mené à ces nouvelles façons d'apprendre ou d'engager les jeunes. Et que vous soyez parents, que vous soyez étudiants, élus, salariés, retraités, employeurs, entrepreneurs, si vous connaissez un enfant qui n'aime pas l'école, bien, ce message est pour vous et pour eux. Un peu sur moi. Je suis né au Guatemala, dans un petit village, pendant une guerre qui a duré 36 ans. Ma mère est une autochtone maya. Dans le temps, elle était enseignante. Elle enseignait le quechua, une langue maya, à des enfants. Mon père, lui, était artiste. Et il venait du Salvador. Et un jour, il avait un concert au Guatemala et il a rencontré ma mère. Mais en raison de la situation sociopolitique et bien sûr la guerre, mes parents ont décidé de quitter le pays. Donc, en 1986, on est allé à Dallas, au Texas, et très rapidement, on est allé se réfugier à Montréal, au Québec, au Canada. Puis on est arrivé pendant l'hiver, donc il faisait froid. Mais heureusement, une organisation locale nous a offert un grand lit que vous voyez à l'écran, où nous allions dormir les 4 dans un tout petit appartement. Donc, vous le comprendrez, la situation était difficile, ça a été radical ce changement. Le quartier était défavorisé, et notre situation socio-économique l'était encore plus, bien sûr. Et mes parents, pour pouvoir joindre les deux bouts, ont dû abandonner leur métier et devenir des concierges. Et en plus, le soir, ils prenaient des cours de français parce qu'ils ne parlaient que l'espagnol. De mon côté, je détestais l'école, je n'aimais pas l'école, je trouvais ça ennuyeux, sans intérêt, je voulais m'exprimer, je voulais bouger. Et donc, j'avais l'air de ça. J'étais toujours en train de bavarder ou de faire quelque chose de mauvais. Et vous savez, aujourd'hui, on le sait, le décrochage scolaire, il commence très jeune, dès la petite enfance. Donc moi, j'étais un décrocheur à cet âge-là.
Un jour, j'avais 8 ans, une enseignante a vu que je m'exprimais un peu. Elle m'a dit, Gabriel, tu viens en avant. Elle m'a scotché. J'ai passé 1 heure, tout le cours, comme ça, devant tout le monde, à attendre. J'ai perdu ma voix, j'avais plus de voix. Et vous savez, quand on est décrocheur, on souffre parce que on n'a pas de voix, on n'a pas de chemin, on n'a pas de compétences, on n'a pas de passion, hein, on n'a presque rien. Et quand on vient d'un milieu pauvre, on veut travailler, on veut faire de l'argent pour s'en sortir. Et donc, quand un jeune décide de décrocher, pour lui, c'est une solution. Pour les adultes, c'est quoi? Bien, c'est un problème. Mais qu'est-ce qui m'a gardé à l'école? Un jour, un enseignant, que vous voyez à l'écran, Mathieu, a créé un programme de théâtre pour des élèves comme moi. C'était pas facile, mais il l'a fait pour moi et pour nous. Le théâtre m'a aidé à, oui, aimer l'école, mais surtout à comprendre qui j'étais, avoir confiance en moi, m'impliquer dans ma communauté, collaborer avec les autres, mais surtout m'a permis de comprendre que j'étais bon dans quelque chose ou talentueux dans quelque chose. Et ce quelque chose est devenu ma vraie passion. Et cette passion m'a mené à bâtir un parcours d'orientation, à persévérer, m'a redonné ma voix. Puis ensuite, j'ai pu poursuivre des études universitaires et obtenir mon premier emploi. Revenons à l'image que je vous ai montrée plus tôt, le avant et le après. Cet établissement a donné carte blanche, mais vraiment, carte blanche aux élèves pour qu'ils transforment leur cours de récréation de A à Z pendant les heures de cours. Donc, c'était pédagogique. Dans le cours de français, les jeunes ont écrit et présenté leurs idées. Dans le cours d'art plastique, les jeunes ont créé des maquettes 3D qui allaient mener à ça. Pour choisir les plantes et les arbres, les jeunes ont appliqué les notions d'écologie. Pour bâtir l'abri et les bancs, les jeunes ont compris que la géométrie, ça sert dans la vraie vie. Et vous savez quoi? Les jeunes ont même développé des compétences numériques, car ils ont créé une maquette, une animation 3D de leur maquette. Donc, une autre compétence qu'on a pu appliquer grâce aux enseignants. Puis ça, c'est un projet, il y en a eu plein. Il y en a eu ici en France, au Québec, ça, c'est en Charente, ça, c'est dans le Lot-et-Garonne, ça, c'est en Gironde, ça, c'est au Québec, en milieu rural, en milieu urbain, en milieu périurbain. Et vous allez me dire, ça prend beaucoup de ressources pour faire ça. Non. Depuis 2015, nous avons transformé 400 établissements scolaires. Vous savez ce que ça prend? Puis j'espère qu'il y a des décideurs dans la salle. Il faut que les adultes qui prennent les décisions impliquent les jeunes dans tous ces processus de consultation publique, d'urbanisme. Ça a l'air compliqué, hein? Mais ce n'est pas. Mais je suis d'accord avec vous, il y a des établissements scolaires, il y a des milieux où il y a un manque de ressources énorme. Et donc aujourd'hui, nous allons dessiner l'école de demain, mais avant, je vais vous raconter une petite histoire, un moment où j'ai été frappé par ce manque de ressources parce que oui, il y a des inégalités, il y a des fractures qui font que beaucoup de jeunes n'ont pas les mêmes chances que d'autres. Donc en 2009, il y a 15 ans, j'ai voulu lancer un projet en robotique. On s'entend aujourd'hui, on parle beaucoup de robotique. En 2009, la robotique n'était pas un outil pédagogique répandu ou accessible. Donc, avec mes partenaires, avec mon équipe, nous avons voulu créer les 4 premiers projets de robotique dans 4 établissements issus de milieux défavorisés. Pourquoi? Pour participer à une compétition internationale, et tous les ans, le défi de robotique était génial. En 2009, le robot devait jouer au foot. Littéralement, il y avait des ballons, il devait marquer des buts et s'accrocher à des structures. Donc, on a travaillé avec nos élèves pour le faire et on s'est rendu à cette fameuse compétition internationale. On est arrivé dans un grand stade, on était fiers de nous, on l'est encore. Grand stade, il y avait 52 robots. On en avait 4, ils avaient des noms. Saint-Henri, Pierre Dupuis, Honoré Mercier et Henri Bourassa.
Donc, on arrive et on voit les robots des adversaires. Ils avaient des roues multidirectionnelles. Et nous, c'était ça. Ça, c'est les adversaires. Imaginez, regardez, ils grimpaient, ils marquaient des buts à 10 mètres des structures. Ça, c'est les adversaires, c'est pas nous, hein, je vous le dis. Ça, c'est nos robots. Donc, ça faisait ça. Des fois, ça s'arrêtait, mais bon, ça bougeait. Et donc, jour 1, le jury vient voir nos jeunes. Et bon, c'est Henri et Pierre Dupuis, on leur dit « Désolé, les bases sont trop larges de 2 cm, il faut tout refaire. » C'est le jour J, hein? Et ces deux-là, Henri Bourassa et Honoré Mercier, votre Wi-Fi, il ne fonctionne pas? Non, non. Donc le robot, il ne répond pas? Non, non. Mais au lieu de baisser les bras et voir ces obstacles et de se dire « Bon, on rentre à la maison », les jeunes se sont entraidés, ils ont travaillé ensemble pour réparer, reconstruire, refaire les robots de A à Z et pour pouvoir confronter ces monstres que je vous ai montrés. Et moi, je les regardais faire et je me disais, « Waouh, c'est vraiment David contre Goliath. » Et vous savez ce qui est arrivé? Pierre Dupuis et Honoré Mercier ont commencé à marquer plein de buts. Henri Bourassa, qui avait un robot qui ne marchait pas du tout, a créé un bras pour s'accrocher aux structures que je vous ai montrées. Et c'est Henri s'est rendu en quart de finale. Donc là, comme on dit au Québec, on capotait. Vraiment, on s'est dit, waouh, on s'en va en quart de finale, tout est possible. Match 1, c'est Henri gagne, 10-5. Match 2, 11-3, on gagne. Donc c'était l'euphorie dans les gradins. Moi, j'ai perdu ma voix tellement j'ai crié, j'étais fier des jeunes. Et on s'est dit, bon, là, on s'en va en demi-finale. Imaginez ça. Donc, on arrive en demi-finale. Il y a 3 matchs. Premier match, c'est Henri perd. 10-0. Deuxième match, 5-5. Donc, c'est l'égalité. Il y a encore de l'espoir. Match 3. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est Henri a perdu. Ouais. 11-3. Pourquoi? Parce que la chaîne s'est cassée pendant le match. C'était dur, vous avez vu les robots. Hein? Mais imaginez, C-Henri se classait dans le top 10. Donc, à la fin de la journée, il y avait la cérémonie de prix, et donc les jeunes sont montés sur scène pour recevoir leur médaille de semi-finaliste. Et la grande surprise a été quoi? Le jury a nommé Pierre Dupuis, une des écoles les plus défavorisées, les a nommés et leur a donné le prix du jury de la persévérance. Donc là, les jeunes pleuraient, ils sont montés sur scène, tu avais des milliers de personnes dans les gradins, tout le monde s'est levé pour applaudir parce qu'ils avaient vu à quel point ce n'était pas facile pour ces élèves que nous avions soutenus. Et tout le monde, d'une même voix, a crié « Pierre Dupuis! Pierre Dupuis! Pierre Dupuis! » C'était émouvant parce que on avait reconnu que les jeunes, malgré leurs difficultés, avaient réussi et avaient persévéré. Donc, c'est ça, l'école de demain. Une école où on apprend même quand on perd, pas juste quand on gagne. Une école où on est tous égaux, vraiment, même devant des robots. Mais une école surtout où on est tous égaux parce qu'on a tous accès aux mêmes ressources et aux mêmes outils. C'est ça, l'école de demain. On va la dessiner. Dans cette école, les jeunes, ils ont eu leur mot à dire par rapport à l'aménagement des lieux. C'est eux qui l'ont dessiné. C'est eux qui l'ont fait. Ils ont coupé eux-mêmes. C'est à leur image. Dans cette école, les jeunes créent des jeux vidéo dans le cours d'art plastique et dans le cours de géographie. Ils créent des jeux vidéo. Ils ne les jouent pas, ils les créent. Dans le cours de sciences et technologies, les jeunes construisent des robots. Les jeunes vont concevoir des collections de mode en appliquant toutes les notions de géométrie. Les jeunes vont développer leurs compétences et valeurs entrepreneuriales. Ils vont même créer des entreprises dans leurs cours de français. Les jeunes vont créer des œuvres d'art dans leurs cours d'histoire. Et les jeunes, dans leurs classes et leurs cours de mathématiques, ils vont programmer et imaginer des solutions d'intelligence artificielle
de reconnaissance faciale, de reconnaissance vocale, pour aider l'humanité avec éthique et avec inclusion. Et ça fonctionne, vous savez pourquoi? Parce que les jeunes, quand ils font ça, bien, ils découvrent leur talent, leur passion, ils développent des compétences et ils persévèrent. Pourquoi? Parce que l'école fait du sens. Parce qu'apprendre et ces matières disciplinaires, bien, elles sont utiles dans le vrai monde. Et ça s'appelle l'apprentissage expérientiel. Et c'est ce que fait Fusion Jeunesse depuis 15 ans en classe, pendant les heures de cours, pour briser toutes ces inégalités. Il y a 15 ans, il y avait 150 élèves dans 2 établissements. Nous avions créé nos 7 premiers emplois et on a investi environ 2000 heures de travail. Et en 15 ans, bien, ce sont plus de 200 000 jeunes, 600 établissements, 2500 emplois et 750 000 heures de travail qui ont été investis auprès de ces enfants pour briser ces inégalités. Vous savez, ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend un village pour le garder à l'école. Ça prend une collectivité, une nation pour éveiller ses passions, pour développer ses compétences, pour lui donner envie d'apprendre. Et vous, qui voulez-vous être dans ce village? Comme je vous l'ai dit, que vous soyez parents, étudiants, élus, retraités, salariés, entrepreneurs, employeurs, que vous soyez ministre de l'Éducation, premier ministre ou président, qui voulez-vous être dans cette équation? Dessinons ensemble l'école de demain. Mais pour le faire, il faut travailler ensemble. Il faut porter des lunettes bienveillantes pour redonner la voix aux jeunes, pour leur donner les outils et pour leur permettre de dessiner et de réaliser l'école de demain. Merci.